Bonjour à tous et bienvenue sur Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Ensemble, nous allons rembobiner le fil de leur vie en nous arrêtant sur leurs plus beaux souvenirs, leurs petits et grands bonheurs, leurs fiertés, leurs regrets parfois, ainsi que sur les événements historiques qui les ont marqués. Dans l'épisode de ce jour, nous rencontrons Benoît, un Alsacien à la retraite de 74 ans. Il nous raconte son enfance, marquée par la religion, sans oublier quelques bêtises de son cru. Les inégalités qu'il repère déjà à l'époque du collège forgent ses convictions humanistes et la valeur qu'il accorde à la solidarité. Cela aura un rôle majeur dans la construction de son parcours professionnel. Il nous rapporte aussi sa vision de moments historiques, que ce soit sur l'Alsace de l'après-guerre ou les révolutions technologiques du XXe siècle. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter Benoît. Bonjour Benoît, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais savoir si vous pouviez vous présenter, savoir quand vous étiez né, dans quelle ville. Benoît. Je suis né en 47, en septembre 47, le 3 exactement. Je suis né à Hirstein et j'ai habité pendant très longtemps à Benfeld. Et puis après à Metz, puis après où encore? Non, Strasbourg, puis Metz, puis Amiens, Péronne, pour revenir en Alsace. Où nous sommes aujourd'hui. Exactement ça. Super. Du coup, on va peut-être commencer par parler de votre enfance. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier que vous avez envie de nous raconter? Un souvenir. Ouais, bon, quand j'étais à l'école maternelle, bon, un jour, la maîtresse nous a raconté l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Et puis, bon, c'était sous forme de marionnette. Et bon, au bout de 5 minutes, je me suis levé dans la classe et je dis, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est la maîtresse qui fait ça avec les mains. Bon, ben voilà, je lui ai déjà cassé son intervention. Et puis, quelques jours après, c'était l'histoire du loup et Chaperon Rouge. Bien sûr, j'étais le loup. Et puis, Chaperon Rouge, c'était l'assistante de la maîtresse, et c'est la maîtresse qui racontait l'histoire. À un moment donné, les deux sont sortis, et ben, le loup, il est resté dans la classe, hein. Et une fois sorti, j'ai fermé la porte à clé, et j'ai dit à toute la classe, maintenant, bon, vous ne pouvez plus rentrer à midi, j'ai les clés, c'est fermé. Vous pouvez plus, vous n'aurez rien à manger et vous ne verrez plus votre maman. Grand brouhaha dans la classe, des cris, des pleurs, etc. Jusqu'à ce que la maîtresse parlemente avec moi en disant Benoît, ouvre, tu auras un bonbon, si, ça. Bon, finalement, aux alentours de midi et quart, j'ai ouvert. Voilà. Et puis là, les enfants se sont précipités sur la maîtresse, les parents les ont récupérés, enfin bref. Et moi, j'étais quitte d'une raclée. Voilà, un souvenir. Et ça se passait comment l'école à l'époque du coup? Qu'est-ce qui était différent maintenant? Alors, moi, je crois qu'il faudrait peut-être dire il y a deux grandes époques, c'est-à-dire avant les années 68-70 et après. Ce qui caractérise un peu notre situation, c'est que dans les années 50 à 60, 70, c'était très, la vie était très réglée par la famille, le travail et la religion. Voilà. Et à l'école, c'était pareil, c'est-à-dire comment dire, la religion et puis les fêtes religieuses qui rythmaient un petit peu tout ça. L'école, c'était, comment dire,
cette conception qui disait, bon, ben, qu'on nous apprenait à, il faut travailler, il faut croire, et puis il faut écouter, écouter et obéir. Voilà. Ça, c'était les principes jusque dans les années 65, 70, quoi, en gros. Et puis après, bon, ça a changé, et puis tout doucement, il y a eu une rupture complète par rapport à ça. Et comment dire, l'école à l'époque, dans les années 70 à 2000, voilà, ou 2020, c'était plus du tout c'était plus du tout la même chose. Il y a eu de plus en plus des contestations de ce qu'on nous a appris à l'époque, et il y a surtout eu un certain nombre de, de problèmes liés à ça, parce qu'on ne savait plus qu'est-ce qui était encore en vigueur ou pas, et on essayait de savoir ce qui était toléré ou ce qui n'était pas toléré. Et après Voilà. cette époque école, vous avez fait des études après le bac? Oui. Alors, bon, j'ai un souvenir assez, j'allais dire, assez négatif d'une école privée dans laquelle j'étais, bon, qui n'était pas trop éloignée du lieu où j'habitais, et qui me posait beaucoup de problèmes, parce que c'était une institution catholique, très, très rigide, et comment dire, où ce qui comptait, c'est essentiellement la religion et la religion. C'est-à-dire qu'on devait apprendre des versets du catéchisme, des versets de la Bible, et moi j'étais beaucoup plus centré sur l'histoire, sur les mathématiques, un peu français aussi, et voilà, c'était pas ça ce qui était essentiel. Et c'est là que j'ai vu les premières injustices, parce que bon, quand on était, j'avais un petit copain qui était relativement à l'aise financièrement, sa famille était relativement à l'aise, et bon, il n'arrivait pas aussi bien que moi à faire des règles de 3, des trucs comme ça, mais il avait toujours un bulletin excellent. Et bon, j'ai vu une fois par hasard que ses parents lui donnaient un certain nombre de moyens financiers pour les frères, en plus, hein, parce qu'il fallait payer sa scolarité. Voilà, voilà, et j'ai vu là les premiers éléments de l'injustice, la valeur de l'argent, tout ce qu'on peut faire avec de l'argent, et surtout le fait d'être reconnu comme étant quelqu'un d'important parce que les parents avaient beaucoup d'argent. Et dans votre famille, c'était pas le cas? Ben, on n'était pas pauvres, mais on n'avait pas cette conception-là, hein. Mon père était enseignant et donc on n'avait pas, on roulait pas sur l'or, mais on manquait de rien, mais on n'avait pas eu cette conception où tout passait par l'argent, la religion. Et ça m'a beaucoup, ça m'a marqué ça parce que on s'est dit c'est quand même pas normal. J'avais un petit copain qui était bon aussi à l'école et qui n'était pas du tout reconnu pour ce qu'il était, mais pour la pauvreté de ses parents. On lui faisait remarquer d'ailleurs qu'il était toujours mal habillé et que, comment dire, qu'il n'avait pas la dernière casquette à la mode, quoi, hein. Et est-ce que ça a changé maintenant? Ça a changé un petit peu quand même, dans la mesure où on n'est plus montré du doigt comme ça. Mais bon, ça devrait exister encore un petit peu, mais pas sur cette façon, pas de cette façon aussi, j'allais dire, aussi violente. C'est plus diffus, c'est plus... ah ouais, c'est plus diffus. Ouais, maintenant on a un peu le côté si on n'a pas le dernier téléphone, si on n'a pas Ouais, ça c'est la bonne mode. marque. Ça c'est plutôt l'effet de groupe et la mode qui fait ça, quoi. Enfin, voilà.
Nous, ça existait déjà un peu dans notre enfance. Bon, c'était notamment ah, t'as pas de stylo Bayard? Ah, t'as pas de stylo Bayard? Oui, ou tu n'as pas de Waterman, le dernier Waterman qui est sorti, il est tout en argent, tout, enfin, voilà. Mais actuellement, c'est beaucoup plus fort, à mon avis. Et avant, vous avez dit que vous avez aussi vécu à Amiens. Alors, comment on arrive de Benfeld à Amiens? Bah, par l'autoroute. Ouais, bon, alors, Benfeld, il y a eu un certain nombre d'étapes. Il y a eu Strasbourg, l'université, une école, et de là, il y a eu un établissement médico-social à Cernay, pour ne pas le nommer, et de là à Metz, comme, comme enseignant, hein, comme enseignant dans une école de travailleurs sociaux, où j'enseignais la sociologie et la pédagogie spécialisée. Voilà, de Metz, voilà, j'ai été démarché par un président d'une association pour aller à Amiens prendre la direction de plusieurs établissements médico-sociaux. Mon travail, c'était un travail de direction, hein, qu'il fallait reprendre des établissements qui étaient en grosse difficulté et financière et des difficultés d'ordre éducatif, pédagogique, puisqu'il y a eu un certain nombre de désaffection d'un certain nombre d'éducateurs et d'un certain nombre de personnels qui ont oublié qu'ils étaient des adultes et donc qui a précipité un certain nombre d'établissements dans une crise relativement profonde, à telle enseigne que euh, les autorités tarifaires ne voulaient plus payer, et notamment la Sécu ne voulait plus payer les salaires, etc. Donc c'était relativement important et donc on m'avait donné comme objectif dans un premier temps de régler ce problème-là, d'assainir à la fois les comptes, d'assainir l'ensemble du fonctionnement de ces établissements. Voilà, donc ça a passé par du licenciement aussi, désolé, mais c'est comme ça. Et donc on m'avait donné 5 ans pour régler ces problèmes-là. Bon, en 2 ans, c'était réglé, 2 ans et demi, c'était réglé. Et comment vous avez choisi cette voie-là, ces Alors, études et cette carrière? cette carrière a été déterminée un petit peu par ce que je disais un petit peu tout à l'heure, où j'étais très vite confronté à des problèmes d'inégalité et de différences qui ont été faites par un certain nombre de personnes. Et donc j'étais très sensible à cette forme de rejet des personnes qui n'étaient pas dans la norme. Et donc voilà, je me suis très tôt intéressé à ça. On avait même un petit voisin qui a fini, enfin bon, qui a eu une maladie quand il était plus jeune et qui a attrapé une maladie qui l'a lourdement handicapé intellectuellement. Et donc, bon, il venait tout le temps chez moi. Carnaval, je lui confectionnais un masque, enfin un certain nombre de choses comme ça, où j'étais très très tôt sensibilisé à mon environnement. Et comment dire, j'ai toujours aidé un petit peu les gens qui étaient en difficulté. Et ça m'a amené à avoir une orientation peut-être très humaniste et sociale. Et je pense à ceux qui nous écoutent. Parfois, on se pose des questions sur notre carrière. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire d'autres études? Et est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça? Vous, par exemple, si vous pouviez refaire, vous referiez les mêmes choix?
Niveau Ouais, je carrière? pense que je referai les mêmes choix. D'autant plus qu'à un moment donné, j'hésitais aussi comment dire, pour travailler dans la médecine. Mais à l'époque, on voulait être un peu le plus autonome possible, le plus vite possible. Et c'est pas les études de médecine qui auraient favorisé ça, quoi. Donc, mais si j'avais peut-être à le refaire, je m'orienterais aussi vers ce que je voulais faire aussi à un moment donné, la médecine et notamment la chirurgie. Donc toujours Ouais, dans ouais, l'aide c'est des toujours autres, hein. dans l'aide aux personnes. Bon, ceux quand j'avais des copains qui faisaient, comment dire, dans les finances, enfin bon, etc., la comptabilité, les machins, bon, qui sont devenus directeurs général de boîtes relativement importantes sur Strasbourg. Mais j'étais jamais trop attiré par tout le fric et tous les apparats liés à cette fonction. Ah bah c'est intéressant de parler de l'alsacien parce que bon, les gens qui nous écoutent sont pas forcément Ah. d'Alsace et ne connaissent peut-être pas d'ailleurs Mhm. ce dialecte. Du coup, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Peut-être même nous dire une ou deux phrases en alsacien? Was will ihr wissen? Hmm. Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, mais bon, au niveau de l'alsacien, je pense que il faut savoir que ma langue maternelle n'était pas le français. Ça a été l'alsacien et l'allemand, puisque mon père était enseignant et il habitait pas avec nous, il était à une vingtaine de kilomètres du lieu où on habitait. Il partait le lundi matin, il revenait le samedi matin. Pendant ce temps-là, petit garçon, ben, j'étais avec mon grand-père et comment dire, c'est lui qui m'a appris à lire en allemand, notamment toujours à travers un journal qui s'appelait L'Ami du Peuple, qui était un journal très catholique, hein, Action catholique. Voilà, donc j'ai appris l'allemand, comment dire, à lire là-dedans, à parler aussi, il a fait sa scolarité en Allemagne, enfin quand on était allemand, et donc il parlait très peu le français, donc ce qui fait que à l'école maternelle et au CP, bon, j'avais beaucoup de difficultés avec le français. Voilà, donc c'était, voilà, il parlait pas, il parlait très peu, voilà, il parlait très peu le français, mais il maîtrisait bien euh, l'allemand. Si on voulait communiquer à l'époque avec les grands-parents, ça se faisait à travers l'alsacien ou à travers l'allemand, mais généralement les deux, puisque il y a des racines très proches entre le vocabulaire alsacien et puis le vocabulaire allemand, quoi. Hein. Donc c'était courant de parler les deux en fait à l'époque. Bah, c'était surtout courant de parler l'alsacien. Hein. Donc Ouais. l'allemand c'était plus une langue, j'allais dire, un peu administrative. Hein. Donc l'alsacien c'était beaucoup plus des échanges d'ordre privé, familiaux, hein, donc si on veut. Et bien sûr, l'alsacien avec nos camarades, hein, on ne parlait pas forcément le français. Hein. Bon, à part bonjour, au revoir, un certain nombre de trucs, hein, l'un ou l'autre gros mots, puis c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Et ça c'était bien accepté dans l'après-guerre? Pas trop, non. C'était pas trop accepté. D'ailleurs, dans l'établissement dans lequel, que j'ai déjà relaté tout à l'heure, qui brillait par l'accent qu'il mettait sur la religion et l'argent. C'était pas toléré. Bon, un exemple, en récré, quand on était en septième, sixième, donc quand on parlait trois mots d'alsacien lors d'un récré et que quelqu'un l'entendait, on avait droit à
une récompense, entre guillemets, un thaler. Plus de 3 mots, une phrase, par exemple, c'était le moyen thaler. Et plusieurs phrases, c'était le gros thaler. Thaler, c'est, c'est intéressant, puisque quand on ne parlait pas le français, on était puni avec une ancienne monnaie allemande, quoi. Enfin, et à la fin de la récré, il y a le frère, où est-ce qu'il est le petit thaler, le moyen thaler, le grand. Et alors, bon, bah, voilà, donc j'ai récolté, puis on avait droit ou à forcément une punition, ou un châtiment corporel, ou bon, le petit thaler, c'est une remontrance, quoi. Hein. Le gros thaler, c'était très souvent une punition, voire plus, quoi. Enfin, voire un coup de pied au cul, quoi. Enfin, pour dire les choses telles qu'elles étaient. Voilà, mais bon, moi, j'étais toujours, je l'avais souvent, hein, donc, mais après, on les retrouvait plus. Hein, bah, ils sont tous finis au WC. Et puis, ma foi, mais qu'est-ce qui te... Moi, j'étais le dernier à te le donner, mais moi, je l'ai donné à un autre. Mais, ah oui, mais après, l'autre, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Donc, ça s'est fini en queue de poisson, quoi. Mais en tout cas, euh, comme les frères, enfin les frères, c'est pas oui, enfin bon, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était des gens qui avaient très facilement épousé la culture allemande et la culture allemande de l'époque de 39 à 45. C'était les mêmes qui réprimaient l'Alsacien 5 ans après, quoi. Hein. Voilà, c'est intéressant, quoi, pour dire il fallait surtout rééduquer ces jeunes futurs Allemands, là, il faudrait qu'ils parlent français, etc. Donc, j'étais par la suite dans un collège, non, dans un lycée ex-protestant, hein, parce qu'en Alsace, on a une situation un peu particulière par rapport au Concordat. Et donc là, c'était pas du tout la même chose et que, comment dire, il y avait l'apprentissage de la liberté qui se faisait à ce moment-là. Et c'est là qu'on a pu réfléchir un peu ce qui s'est passé avant avec d'autres personnes, quoi. Quand ils parlaient, comment dire, on s'adressait à nous en alsacien, par exemple, et il fallait répondre en français. Mais il y a eu une croisade, entre guillemets, bon, il faut rééduquer ces jeunes-là qui parlent le dialecte, l'allemand, enfin bon, voilà. Et donc, il faut qu'on devienne des petits Français, quoi. Hein. Donc, il fallait les... Même à la trique, hein, hein, ça, moi, j'ai connu. Hein, parce que quand on parlait l'alsacien, tu avais une remontrance ou alors parfois une claque aussi. Et puis bon, bah, comme j'étais un peu rebelle de tout ça, j'en tenais pas compte. Et après là, j'avais une punition, voire une punition corporelle. Et bon. Ouais. C'était des méthodes éducatives bien différentes Ah bah là, de nos jours. je sais pas ce qu'ils feraient aujourd'hui, ils seraient tous en tôle. Ils seraient tous en tôle. Ah, je pense que là, on aura un gros problème. Hein. Ah oui, hein. Bon, ce serait... Ouais, parce que bon, c'était assez courant de prendre un coup de pied aux fesses, hein. Ou ailleurs, hein, quand tu essayais de l'esquiver, tu l'avais ailleurs, hein, dans le dos, ou je sais pas trop. Mais voilà, donc c'était tout à fait normal à l'époque. Hein. Et quand il y avait des journées où pendant 3 jours d'affilée, à l'époque, on ne faisait que prier, connaître les versets. Tous les ans, il y avait un thème. Alors, bon, on devait chercher dans la Bible à quoi se rapprochait ce thème-là, bon, etc. Voilà, donc c'était ces 3 jours. Et puis là, comment dire, là aussi, j'ai inventé souvent une maladie imaginaire. J'avais mal aux dents, je n'allais pas à l'école ce jour-là. Mais le lendemain, je devais dire où j'étais, même le nom du dentiste. Hein, donc,
Donc j'imagine que le côté religieux, c'est pas quelque chose que vous avez gardé pour le reste de votre vie. Non, j'ai eu de très mauvaises expériences religieuses, hein, parce que on nous a toujours appris que la religion, on te regarde, si tu fais une bêtise, tu seras puni. Oui, puni, voilà, on te voit, voilà, ne crois surtout pas que on te voit pas, Dieu est au courant de tout. Enfin, c'était le gros, les arguments qu'on nous disait à l'époque. Et là, j'ai pris un petit peu de distance par rapport à tout ça et que je me suis détourné un petit peu de l'institution, des institutions catholiques, hein. Et surtout, j'ai compris que, comment dire, c'était surtout quelque chose qu'il fallait intégrer à l'époque pour servir un certain nombre de personnes qui, ouais, les tenants du pouvoir, quoi, en gros. Et je me demandais par quoi vous avez remplacé tout ça alors. On se pose souvent la question de savoir si notre travail correspond à nos valeurs, si on va dans la bonne direction. Et du coup, on cherche des sources d'inspiration, pas forcément dans la religion, ça peut être des mentors, ça peut être des personnalités qui nous inspirent. Et justement, ben, vous, dans votre cas, si la religion vous a déçu comme elle a été enseignée dans l'école, par quoi vous avez pu le remplacer? Bah, il y a eu beaucoup de lectures de ma part qui m'ont ouvert un petit peu les yeux sur d'autres conceptions, sur d'autres choses. Mais il y a eu surtout, j'allais dire, des conceptions telles que la solidarité qui nous ont, comment dire, j'ai jamais dénoncé un camarade, par exemple, qui avait parlé l'alsacien ou qui avait fait une connerie. Mais bon, mais au-delà de ça, il y a eu ouais, une solidarité qui, qui ont remplacé un petit peu tout ça. Et puis bon, je crois que c'est aussi des conceptions un peu humanistes qui ont permis un petit peu de dépasser ce qu'on nous a appris quand on était gamin. Bon, pendant très longtemps, je disais que c'était des conneries et des conneries. Voilà, donc, et puis bon, j'étais pas le seul, on était plusieurs à avoir fait cette expérience-là et on s'est tous reconnus dans, je pense, des conceptions de partage et de solidarité. Je crois que c'est quelque chose qui nous a marqué. Et bon, on n'était pas du tout, comment dire, comme d'autres qui sont rentrés dans le moule et étaient, comment dire, attirés par l'argent, le pouvoir, surtout le fait de dire, voilà, celui-là, il a très bien réussi. Il est, je ne sais pas trop quoi, enfin, un directeur général d'une institution, de machin, de bidule, voilà. Nous, on n'était pas très branchés là-dessus. On était, euh, moi entre autres aussi, on était 5 ou 6 à être branchés sur les autres, hein. Brancher, ça veut dire donner un coup de main à celui qui, pour les devoirs. Un exemple, pour les devoirs, on avait fait un 5 ou 6, un petit groupe, et puis bon, ben, quand il y en a un qui ne comprenait pas ou qui avait des difficultés pour comprendre tel ou tel exercice, ben, avant de retourner chez soi, dans nos familles respectives, on avait un lieu où on allait, puis bon, c'était généralement, on buvait un panaché à l'époque, et puis on faisait le tour des devoirs qu'on avait, puis bon, celui qui avait bien compris le truc, il expliquait aux autres. Voilà. Et ça nous a permis, si vous voulez, de sortir un petit peu de cette gang dans laquelle on nous a mis, quoi, à l'époque. C'est intéressant la façon dont vous présentez les choses parce qu'au final, aussi j'ai grandi en Alsace. Des conséquences du fameux concordat qui ne marche pas chez nous, c'est que j'avais aussi des cours de religion à l'école. Et du coup, ce qu'on nous enseignait beaucoup, c'était justement le partage, la solidarité, être gentil avec les autres, bien se comporter. C'était pas du tout l'aspect
très strictes qu'on pouvait avoir à l'époque où vous étiez avec les frères à l'école. Ouais, nous, c'était Une une autre conception punitive de la religion. Mm. Et on s'est révolté, enfin moi je me suis révolté contre ça. Je comprenais pas pourquoi on devait être puni parce qu'on a oublié de faire la génuflexion par exemple, d'entrer dans une église, je comprenais pas. Et puis bon, il pouvait expliquer, mais non, tout le monde faisait ça, on devait faire ça. Les cours de religion, c'était pas. Après coup, il n'y a plus de religion, hein, c'est-à-dire il n'y a eu plus de cours de religion obligatoires, du moins dans le lycée dans lequel j'étais. Et donc, voilà. Et j'ai demandé à mes parents de ne pas assister à ces cours. Et ils m'ont signé péniblement des charges. Et il y avait une autre phrase intéressante dans ce que vous avez dit avant sur le concept de réussir sa vie. Donc pour certains, c'est devenir directeur général de je ne sais quel... Des assurances, voilà. machin, des bidules, voilà. Et bien justement, quelle est... c'est une question qu'on se pose souvent hein, quand on commence sa vie, on fait des études, on dit ah mon but c'est de réussir sa vie. Mais on n'a pas tous la même définition. Oui, bien sûr. Et pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour moi, réussir sa vie, c'est d'avoir un projet de vie. Ce projet de vie, il faut essayer de le mettre en action, de travailler à sa réalisation, et c'est là qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie, dans la mesure où on a essayé de le mettre en rapport avec ce que vous pensiez, ce que vous étiez au sein d'un patelin, au sein de quelque chose qui existe, qui vous dépasse. Donc, une vie réussie, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir un projet de vie et de le vivre le mieux possible. Voilà. Sans le lier forcément à de l'argent, une position, du pouvoir. Ouais, c'est bon, l'argent, bon, on va pas cracher dessus, mais c'est quelque chose d'important. Le statut social aussi, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est-à-dire l'argent, c'est ni plus ni moins qu'un moyen. Le statut social, c'est à peu près la même chose. Donc, on peut l'utiliser soit pour écraser l'autre, soit pour, grandir et de faciliter un petit peu le travail avec votre entourage, parce que on attend aussi quelque chose de l'entourage. Hein, il n'y a pas que le statut social se réfère aussi à l'autre, qui en a un aussi, et c'est la rencontre de tous ces statuts sociaux qui font qu'ils évoluent. Hein. Donc voilà, si on veut bien écouter et voir. Hein. Donc ça c'est important. Et est-ce qu'il y a quelques faits historiques, voilà, des grands moments de l'histoire qui vous ont marqué plus particulièrement que d'autres? Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'avènement de la bombe atomique. Quand j'ai vu ce que c'était, ça m'a marqué un peu. Et surtout, le fait du premier Spoutnik russe. On pouvait l'écouter au poste, parce qu'il faisait bip, 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 bip. Voilà, donc Spoutnik. Voilà, donc ça, c'était les choses qui m'ont un petit peu interpellé à l'époque. Bon, après, sur la Lune, ouais, mais sans plus. Je crois que c'était beaucoup plus les premières révolutions autour de la Terre avec le Spoutnik qui était. Je me posais la question comment ils ont fait ça. Hein, quel âge j'avais 12 ans, 10 ans, 12 ans. Comment ils ont réussi à faire ça, tu vois, enfin, voilà. J'ai presque posé toutes mes questions. Il y en a une que je garde toujours un peu pour la fin. C'est savoir quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous aviez 20, 30 ans, ou celui que vous aimeriez donner du coup maintenant à ceux qui nous écoutent. Les recevoir, il y a plein de personnes qui m'ont conseillé et qui m'ont dit de faire attention à ci, faire attention à ça. Les conseils, c'était toujours des conseils liés
non pas, oui, lié à une façon d'être, c'est-à-dire pour entrer dans cette enclave professionnelle, etc., il faudrait ci, ça, etc., etc. J'en ai jamais tenu compte. C'est-à-dire, j'ai fait comme je le pensais, avec ce que j'étais. Et comment dire, de la même façon, j'ai rarement donné des conseils, sauf parfois à des personnes très proches, à savoir mon frère, mon épouse, voilà, entre autres. Mais pour des conseils liés au-delà de ça, je crois que j'ai jamais donné des conseils ou très peu, si ce n'est pour se sortir, par exemple, d'une situation un peu difficile, quoi. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Hmm. Si vous avez encore quelque chose à ajouter, c'est le moment. Et sinon, on va passer au dessert. Non, mais ça va, je pense avoir dit l'essentiel. Ok. Bon, bah, Ouais, va pour la tarte aux framboises alors. merci.